On a de la belle visite en studio. Marois Risky qui est avec nous autres. Excusez-moi, des fois, la prononciation. Aucun souci. Ça doit vous arriver régulièrement. Régulièrement. Oui. Elle est députée libérale de Saint-Laurent et chef de l'opposition officielle du Parti libéral. Ce titre-là vous reste parce que vous êtes l'élu. Mais sentez-vous que vous avez plus le rôle de chef de l'opposition en voyant Pablo Rodriguez répondre aux questions et être très présent? Ah non, Pablo, lui, c'est vraiment notre chef à nous au Parti libéral du Québec. Moi, je suis ce qu'on appelle la chef parlementaire, donc celle qui est la vis-à-vis de François Legault, donc qui a le privilège de lui poser des questions quand il vient à la période de questions, parce qu'aujourd'hui, il ne sera pas à la période de questions, donc j'aurai pas la chance de pouvoir continuer à l'interroger sur plein de sujets d'actualité. OK. Est-ce que c'est fréquent que le premier ministre n'est pas là? Non, habituellement, il est quand même présent. Là. C'est arrivé 2 fois. Une fois, lui et moi, évidemment, on était absents pour les funérailles nationales de Guy Rocher. Mais là, hier soir, fin de journée, hier, j'ai appris qu'il serait absent. Probablement qu'après avoir goûté à ma médecine sur le dossier de la réforme en santé, il ne veut plus répondre à mes questions. Parce que ça, la loi 2, là, oui. Ça occupe tout votre temps depuis un certain temps, parce que, tu sais, c'est un mauvais timing, je pense, mais vous étiez en congrès à Trois-Rivières la fin de semaine, le vendredi où il vous a gardé en punition, là, jusqu'à une bonne partie de la nuit, là. 4 heures du matin, et après ça, on a pris la route pour aller à Trois-Rivières, oui. Ça a dû être compliqué. Qu'est-ce que ça donnait de rester là? Parce que il allait l'adopter pareil. Ça donne quoi d'étirer ça jusqu'à cette heure? Moi, je repartis. Oh non, on peut pas. Nous, on est l'opposition officielle. Donc, nous, on a une obligation là, envers les citoyens du Québec de poser des questions. Là. Nous, on ne fera jamais la politique de la chaise vide, jamais. Puis de toute façon, c'est que le débat est très raccourci. Là, en fait, là, ils ont mis 214 articles avec un débat restreint de 5 heures. Donc, nous, on avait très peu de temps. Puis Marc Tanguay, qui est le porte-parole en santé, lui a eu droit de mémoire à environ 1 ou 2 heures pour lire le projet de loi pour la toute première fois, l'analyser. Puis nous, contrairement au gouvernement, on n'a pas comme une machine avec plein d'avocats autour de nous. Bien, Marc est avocat, moi aussi, donc ça aide quand même. Puis par la suite, il faut poser des questions, mais ce projet de loi est très liberticide, là. C'est pas juste les médecins qui sont visés là-dedans. C'est la première fois qu'au Québec, dans une loi spéciale adoptée sous Bayon, le gouvernement impose un état de délation là, qui va dans les milieux de travail. Permettez-moi l'expression, il faut que dans chacun des milieux de travail, dans les cabinets médicaux, il se nomme un stool. Et le stool doit se rapporter à un inspecteur. Un enquêteur, pardon. Et l'enquêteur va se rapporter à l'inspecteur national du stool. Et je ne niaise pas, c'est pas une blague ce que je dis. Et si une personne ne fait pas bien son travail, elle aura une amende. Donc, le stool a besoin d'être quand même en opération. Et même dans les milieux universitaires, qui ont des facultés de médecine doivent avoir leur stool et doivent s'assurer que les gens sont au pas. Et si les gens osent, par exemple, encourager les médecins ou par exemple, la question a été posée puis Christian Dubé n'a pas répondu, c'est l'avocat. Un couple de médecins, ça arrive, il y en a qui sont des couples. Disons que les deux ont 60 ans et les deux décident, par exemple, de prendre leur retraite. Est-ce qu'ils auraient colludé pour ralentir le système de santé? La réponse est oui. Et ils l'ont écrit noir sur blanc dans le projet de loi. Dès qu'on en a 2 médecins qui ralentissent les états de service, là, ils pourraient être mis à l'amende. Et ce sont des amendes qui sont franchement très salées. On parle de dizaines de milliers de dollars par jour. Hein? Et c'est rétroactif de 90 jours. Donc, par exemple, si Mégane a dit hey, moi, cette maudite loi, je ne l'aime pas, j'encourage les médecins là, à manifester au lieu, par exemple, de donner leur cours ou de donner un service. Eh bien, Mégane pourrait être mise à l'amende. La question a été posée. Donc, même au niveau des journalistes, des chroniqueurs, c'est quelque chose que j'ai rarement vu qui attaque de façon frontale non seulement la liberté d'expression, mais aussi la liberté d'association pour les médecins qui sont dans une fédération, mais aussi les citoyens qui veulent s'exprimer tout simplement sur la loi. Leur mécontentement. Puis, depuis quand qu'au Québec, on a besoin... Je me rappelle dans la pandémie, là, du monde qui disait on va appeler nos voisins. Non, à la fin de la journée, on va passer à travers, là, mais commencer à dénoncer tes voisins, moi, je me souviens, collègue. Même avec mes enfants, je me souviens, j'ai toujours parlé de dénonciation, c'est pas la bonne chose. Puis t'es bien mieux d'intervenir positivement. Il y a des limites. Là. Puis, je donnais un exemple souvent avec l'alcool au volant, mettons. T'es dans un restaurant, tu vois quelqu'un, puis moi, ça m'était arrivé. J'ai vu la dame, elle était clairement intoxiquée. Écoute, elle était pas capable, ça fait quand même quelques années, elle était pas capable de débarrer son auto avec sa clé
clés. Fait que je suis intervenu, j'ai dit, avez-vous besoin d'aide? Fait que là, elle m'a donné ses clés. Évidemment que c'était pour pas déborder la porte, ça pourrait enlever les clés. Puis là, j'ai dit, moi, je peux vous redonner vos clés, mais je vous conseille de vous coller un taxi, vous en allez autrement. Parce que si je vous redonne vos clés, la première affaire que je fais, c'est que j'appelle le 911. Mais tu sais, j'ai intervenu avant. Ouais. Puis elle a compris, j'ai pas eu affaire de dénonciation. C'est très négatif dans une société. Et surtout que, dans ce milieu-là, moi, évidemment, que je suis impliqué par la bande, mais c'est qu'il y a tellement besoin de complicité entre eux. Tu sais, dans une salle d'opération, quand j'ai été opéré au genou, là, je voulais pas entendre, mais des fois, t'as pas le choix, ils m'ont juste gelé. Fait que il y a une coopération entre tous les infirmières qui sont là, puis tous l'anesthésiste, puis le chirurgien, puis s'ils commencent à se checker puis à se stouler, puis là, ça va créer la zizanie totale. Donc, ça va nous prendre aussi des top guns du stool. Il faut qu'on paye l'inspecteur national, les enquêteurs régionaux. Ça n'a pas de bon sens. Déjà qu'on manque assez d'argent, il me semble qu'on n'a pas besoin d'avoir maintenant des enquêteurs puis des inspecteurs. Je trouvais ça surréaliste, ce projet de loi. Et il faut savoir que le milieu de la médecine est présentement majoritairement féminin, mais dans quelques années, ça va être encore plus féminin. En ce moment, on est autour de 54 %, mais dans à peu près 10 ans, ça va être 72 %. Alors moi, j'ai posé la question suivante au premier ministre, mais là, en ce moment, si une femme dans un milieu de travail veut prendre son congé de maternité, elle va devoir ralentir. Elle sait qu'elle va ralentir, donc elle va gagner moins d'argent. C'est correct, elle le sait, elle. Mais ce qu'elle ne veut pas, c'est la pression indue que parce qu'elle n'a pas rencontré ses objectifs, la pénalité de 15 % est appliquée à tout le monde. Ça n'a pas de bon sens, ça. Alors, je dis, pourquoi vous ne faites pas une exemption pour le congé parental, autant pour les femmes que pour les hommes, mais surtout, mettons, les femmes, moi, je le sais, là, j'ai déjà été en retrait préventif pour justement être capable de sauver un de mes 2 bébés. J'en ai perdu un, j'en ai gardé un. Mais pour nous, les femmes, c'est quelque chose qui est quand même crucial. Le retrait très préventif. Important, c'est ça. Mais imaginez tous les gains qu'on a faits comme femmes. Et là, dans un projet de loi, le premier ministre me répond, et Christian Dubé l'a dit, il le dit mot pour mot, je ne fais pas de distinction homme ou femme. Ben voyons donc. Je vous le jure. Et là, j'étais sidérée sur cette question précise, sur une question très précise là-dessus pour les femmes au niveau du congé de maternité puis du retrait préventif. Alors moi, là-dessus, je pense qu'ils sont ils sont en errance totale et qu'ils devraient tout simplement reculer parce que ça, c'est clair. Immanquablement, dans un milieu de travail, que par exemple, il y a 10 médecins dans un GMF, dans une clinique médicale, si par exemple, la moitié préalablement sont des femmes, c'est quoi? Ils vont devoir dire, mais c'est toi, cette année, ça va être Marois qui va prendre son congé, l'année prochaine, ça va être Mégane. Comme ça, on va essayer de répartir, mais dans tous les cas, le 15 % va être la pénalité. Va s'appliquer. Mais tu sais, je suis impressionné de vous voir si précise. Vous avez vraiment. Puis même, vous avez tout lu, ça paraît. Les détails. Et c'est que moi, j'ai vraiment une mémoire phénoménale, donc je me rappelle des articles. Puis là, je vais vous en donner un article. 129.3. L'IPAM, ça, les gens ne savent pas nécessairement c'est quoi, mais depuis quelques années, il y avait eu une entente avec les médecins spécialistes pour retirer de leur rémunération aux médecins spécialistes un montant d'argent qui va être mis dans une cagnotte pour pouvoir donner d'autres services, puis assurer d'avoir une IPS, d'avoir la physiothérapie, d'autres services pour les patients. Mais le gouvernement, au lieu de prendre cet argent-là, il a fait une cagnotte. La cagnotte est rendue à 2 milliards de dollars. Sur ce 2 milliards de dollars... Qui provient des salaires des spécialistes. Exactement. Alors là, dans ce 2 milliards, où est l'argent? Là, je suis allée voir. Ils ont fait 57 projets qui sont tous en cours. Donc, il y a 1,5 milliard de dollars qui est engagé, mais pas décaissé. Mais un 450 millions de dollars qui n'est pas engagé. Alors, on a posé la question à Christian Dubé. Le 450 millions de dollars qui devait aller vers les patients, là, il s'en va où? Il a répondu, vous savez, on a des projets prioritaires comme le dossier santé numérique. Le dossier santé numérique, c'est un nouveau gouffre financier que Christian Dubé a signé encore une fois avec une firme informatique américaine. Et dans ce dossier-là, ce qui devait coûter un petit 1,5 milliard de dollars est rendu, selon plusieurs journalistes, à 3 milliards de dollars. Alors ça, c'est un gouffre financier. Mais ils l'ont mis sur la glace? Non, c'est pas eux qui l'ont mis sur la glace. C'est l'autorité des marchés publics, tellement que c'est mal ficelé leur affaire. Christian Dubé avait oublié de négocier. Le gouvernement s'est fait imposer une pause sur ça. Puis sur l'autre dossier, SIFA, même chose, parce qu'il y a 2 projets que Christian Dubé a signés, 2 projets qui sont présentement sous enquête par l'Autorité des marchés publics. C'est SIFA, qui est pour les ressources financières, ressources humaines. Et là-dessus, c'est comme SACLIC. C'est qu'ils ont signé un contrat.
Ils n'ont pas regardé les détails du contrat, mais dans SIFA, c'est pire. C'est que LGS IBM a mis une clause qui n'a jamais existé dans aucun contrat du Québec. C'est une clause de garantie absolue de paiement, même s'ils ne font rien. Ils ont le droit d'être payés pendant 17 ans au complet là, le montant d'argent. Vous êtes en train de nous dire qu'ils ne lisent pas les contrats. Ben quand nous les avons informés, j'ai dû déposer la clause et le premier ministre m'a répondu « Je suis étonné que la chef du Parti libéral lise les clauses d'un contrat. » Je dis « Ben, moi, mon salaire est 100% payé par les contribuables, donc 100% de mon temps est à lire ce que vous signez, là, le gouvernement. » Moi, c'est quoi? Ça me rappelle ma dernière rencontre avec la mairesse Boucher. À l'époque, j'avais rencontré la mairesse Boucher, elle était arrivée avec ses dossiers, puis tu sais comment elle marchait, puis là, elle rentre en studio, puis là, elle venait de reprendre le 400e, s'en allait dans le mur, là, ça fait quand même un petit bout, vous allez me dire, elle dit, regardez ça, là, elle me montre ça, là. Ils ont signé ça, là, puis ils ont jamais lu la dernière clause. Puis elle dit, peut-être parce que c'était en anglais, c'était à propos du championnat du monde de hockey, c'était écrit que la ville se portait garant de any financial loss. Puis elle dit, ils ont signé ça, là, que s'il y avait des pertes, peu importe ce que l'Organisation internationale de hockey allait dépenser, la ville allait payer. Elle dit, ça se peut pas signer un document comme ça. Fait que je trouvais ça. Puis c'est vrai que de la manière que c'était écrit, c'était petit, c'était chargé, qu'il y en a qui doivent passer trop vite, puis on se fait avoir. Mais je vous rassure, le contrat est écrit en français. Et c'est le gouvernement qui le signe. Et c'est que vraiment, ils ont ajouté cette clause qui est inédite. Puis c'était Marc Tanguay qui l'a sorti avec Nicolas Lachance du Journal de Montréal. Parce qu'effectivement, c'est inédit. Et la Top Gun de Santé Québec, Mme Biron a aussi dit elle-même, de son propre aveu, elle a dit « Ouais, je suis pognée avec ce contrat-là, puis il est vraiment pas bien fait. » C'est pas bien fait. Tu sais, il y a deux façons. Vous le voyez, vous, de façon très pointue. Je trouve ça fort intéressant. Ça va m'emmener à une question. Mais avant, moi, là, comme simple citoyen, moi, j'essaie souvent de regarder ça plus de façon globale. Puis quand on parle à des gens en santé, actuellement, un des points négatifs de la santé, c'est le nombre de personnes bien payées, non soignants. Donc, tu sais, il y a quasiment un cadre pour une personne soignante. Et là, le nouveau projet de loi ajoute aucun personnel soignant, mais d'autres cadres qui vont surveiller le personnel soignant. Donc, tout l'argent dépensé va encore au niveau administratif et des cadres. C'est ce que je trouve épouvantable parce qu'on ne réglera pas de problème. On accentue le problème en faisant ça. Il n'y a pas de... Ça, c'est 100% vrai. Plus de cadres. Et pire que ça, prenons ici à Québec. On a une clinique d'obstétrique qui est sortie pour dire, ben nous, on soigne 20 à 25% de toutes les femmes pour la prise en charge de leur grossesse pour Québec. Cette clinique, ça fait plus d'1 an négocier avec le gouvernement parce qu'ils doivent déménager. Ils ont dit, est-ce qu'on peut aller au CHU à Saint-François d'Assise? La réponse, on n'a pas d'argent pour vous accueillir. Mais là-dedans, on a plein de médecins. On en a 13 là, qui travaillent là, qui font les suivis de grossesse. 1500 suivis de grossesse par année qui se fait à cet endroit-là. On est en train de perdre cette clinique parce qu'on ne veut pas mettre de l'argent au bon endroit. Alors que ça, pour moi, c'est ça le service aux citoyens. Puis encore une fois, vous me direz, ben là, ça touche les femmes, puis ça vient me chercher. Oui, mais je trouve ça c'est normal. Mais tu te dis, ben voyons donc, est-ce que j'ai besoin... Puis quand on parle des salaires, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir une vice-présidente aux communications à Santé Québec qui touche 400 000 par année? Non, pas du 400 000 pas du pour être VP. Ouais. Oui, c'est ça le salaire. J'en reviens pas. Ben moi non plus. Fait que je suis... Et moi, j'ai les jambes coupées. Je n'en reviens pas. Est-ce que Christian Dubé, est-ce que M. Legault se sont fait poser la question? Pensez-vous vraiment que ce projet de loi-là va soigner notre système de santé? Et moi, Mégane, j'ai aussi les potins, hein? Ah oui? Ben oui. Ah, moi, j'aime les potins. Je suis très micro, mais je suis aussi macro, puis je suis très potin. Okay. Moi, des fois, j'ai envie de me partir mon propre courrier du cœur des doléances caquistes, parce qu'il y en a beaucoup qui me parlent. Puis la plupart de tous ceux qui sont venus me parler m'ont dit que présentement, Christian Dubé est entêté. Et qui, depuis le mois d'août, il menace de quitter si François Legault décide de ne pas suivre dans cette démarche contre les médecins. Alors, il y a cette menace, mais les gens ont posé des questions à Christian Dubé de son propre caucus. Il ne répond pas à ses propres collègues. Alors, imaginez, on a des députés caquistes qui, comme nous, sont inondés de courriels de Québécois qui sont inquiets de perdre leur médecin de famille, qui sont en train de perdre leur oncologue, et les députés caquistes n'ont pas de réponse de leurs propres collègues ministres de la Santé. Pire que ça, il a convoqué un caucus spécial vendredi dernier pour faire la mise au point. Il ne s'est pas pointé
à son propre webinaire dans Teams là, avec ses collègues. Il n'était pas là. Non, puis c'est ça qui a causé en fait encore plus de grogne parce que les députés caquistes sont présentés dans cette réunion spéciale qui était disponible en ligne entre eux. Puis le ministre n'est pas là pour répondre de son propre projet de loi. Mais c'est ça, c'est lui qui lance la loi. C'est lui qui a toutes les informations. Nous, on n'en a pas. On en veut. On veut comprendre pourquoi qu'il lance ce projet de loi-là. Mais si on n'a pas de réponse, comment qu'on peut comprendre, lui, son point, puis qu'est-ce qui l'a amené à penser de cette façon-là? Bien, je tiens à rassurer tout le monde. Nous, on n'a pas plus de réponses. Les médecins n'ont pas plus de réponses. Le Collège des médecins n'a pas plus de réponses. Mais pire, c'est que ses propres collègues n'ont pas de réponses. Et c'est pour ça que, présentement, il y a une fronde à l'interne contre Christian Dubé et qui demande au premier ministre, c'était, je pense hier, c'était Geneviève Lajoie, ils étaient 4 journalistes du Journal de Montréal, Journal de Québec, à recueillir les témoignages internes. C'était inédit. Il y a quelqu'un qui dit « Ce n'est pas lui, mon premier ministre », en parlant de Christian Dubé. Donc, il se comporte comme un premier ministre en attente. Mais à ce moment-là, qui devrait partir, selon vous? Bien, moi, c'est pas une question de partir, c'est une question... Comment qu'on fait pour dénouer l'impasse? Manifestement, c'est impossible de négocier avec Christian